Regarder le contenu du smartphone de son conjoint ou de sa partenaire, ça peut être tentant, c'est illégal en revanche. Oui, il y a un terme anglais qui existe pour cette pratique, ça s'appelle le snooping, Julia. Le snooping. Elle regarde mon portable. Rendez-moi mon portable. C'est chaud. Rendez-moi mon portable. 40% des Français ont déjà regardé dans le téléphone de leur conjoint. 5% le font régulièrement. On les interrogeait, les Français. Faut changer de code, non? Ou de conjoint. C'est un peu plus radical, mais pourquoi pas. Alors pour le profil des coupables, les femmes sont les plus actives. Xavier, 44% pratiquent le snooping contre 30% chez les hommes, et chez les jeunes, ça explose, ils sont même 57%. Et qu'est-ce qu'on y cherche? D'abord le contenu des messages privés sur les réseaux sociaux, mais aussi le détail des followers avec qui son partenaire est ami sur les réseaux sociaux. Alors visiblement on cherche et on fouille, mais est-ce qu'on trouve? Oui, dans la moitié des cas, les Français qui ont fouillé ont découvert quelque chose dont ils n'avaient pas connaissance en tête des découvertes. Des conversations suspectes, ambiguës, voire explicites. Et puis ensuite, les femmes découvrent fréquemment que leurs conjoints consultent des sites pour adultes. Mais non. Mais si, elles le découvrent en fouillant. Quant aux hommes, ils sont nombreux à apprendre que leur partenaire a dépensé de l'argent sans qu'ils le sachent. Ce qui arrive en tête des découvertes, c'est un peu cliché. Ça m'a amené à comprendre pourquoi les gens s'intéressaient aux tueurs en série. Parce que pour le coup, il n'y a pas de processus d'identification. Moi, je ne peux pas être un tueur en série. J'en suis sûr, j'en ai sûr, on en est tous sûrs. C'est pas pareil. Oui, la personne qui dort à côté de moi, a priori, n'est pas un tueur en série. Coup de carabine bien placé, un étranglement, un poison, peut-être on en est capable. Vous en êtes capable, Christophe? C'est-à-dire qu'on y a pensé. Enfin, moi, j'y ai pensé en tout cas. Il y a quelques semaines encore, elle était invitée sur les plateaux de télévision pour raconter son histoire. Mon mari est mort de façon inexpliquée l'année dernière. Le 4 mars, cela fera 1 an pour nous. Il avait 39 ans. On a tous été sous le choc. Cette médiatisation, le moyen aussi de promouvoir son livre intitulé « Es tu avec moi ?», un ouvrage sur le deuil destiné aux enfants qui ont perdu un être cher, dédicacé à son mari. Il y a un peu plus d'1 an, dans leur maison, Eric meurt en pleine nuit, après avoir dégusté un cocktail à base de vodka préparé par sa femme. Rupture d'anévrisme, dit-elle à leur entourage. Mais rapidement, la police a des doutes. Coury a essayé de changer l'assurance vie du couple pour en être la seule bénéficiaire. Et Eric aurait confié à 2 de ses proches qu'il pensait que sa femme avait déjà tenté par 2 fois de l'empoisonner. Les résultats d'analyse pratiqués lors de l'autopsie démontrent que son mari serait mort empoisonné. Il aurait ingurgité 5 fois la dose mortelle de fentanyl, un puissant antidouleur. Or, l'enquête a prouvé que sa femme s'était justement procuré ce type de médicament peu de temps auparavant. Auprès d'une connaissance, elle lui aurait acheté 2 fois des cachets en lui demandant, je cite, des trucs comme Michael Jackson, qui a succombé, on s'en souvient, à une overdose de propofol. La police pense avoir établi le mobile du meurtre. Eric avait engagé une procédure de divorce et le couple se disputait sur un investissement immobilier de 2 millions de dollars. Aujourd'hui, la jeune femme est en prison dans l'attente de son jugement. Vous avez fait une autopsie déjà? Ah non! Je vous montre le coup. Il faut voir comment c'est dedans. Il faut rentrer, c'est très intéressant. Tu as fait ça, toi? Oui, j'ai fait ça. Ah, ouais. C'est très intéressant. Par exemple, on croit que les poumons, c'est tout petit, en fait, c'est tout grand, il y en a partout. Ah oui. Eh bien oui. Eh bien moi, je suis heureuse de faire ce métier-là, de vous recevoir. Vous voulez pas faire une autopsie? On en parle dans une... Oui, pas de mon vivant, on me glisse à l'oreillette. En 2012, un chercheur japonais, Shinya Yamanaka, a décroché le prix Nobel de médecine. Il a réussi à rajeunir des cellules humaines adultes dans une éprouvette et les faire revenir à l'état embryonnaire. Depuis, d'autres scientifiques sont parvenus à rajeunir des souris vivantes et à prolonger leur vie de 30%. Je voulais savoir si vous avez des gaz, parce que moi j'en ai. T'as des gaz? J'ai des gaz. Je sais pas si c'est des gaz intestinaux, quoi. Des proutes, quoi. Paul, on doit vous rappeler que le thème de la soirée, c'est la séduction? Ou c'est juste pour rendre mal à l'aise vos petits camarades? Pourquoi tu nous dis ça? Mais c'est naturel. Ouais, mais ça se dit pas, ma poulette. Mais c'est naturel. Ouais, non, mais c'est pas au cache quand on a envie de péter. Paul, mais pourquoi tu fais ça? On est à un dîner presque parfait, là. On parle pas de paix comme ça. C'est tabou. Avec son équipe, il est en train de finaliser un traitement qui pourrait rajeunir notre peau d'une 20aine d'années. Ça, c'est la peau d'une personne de 52 ans. En rouge, on voit la présence d'une protéine responsable de nombreux problèmes inflammatoires.
Les sociologues disent le XXe siècle, c'était le triomphe du verbe avoir. Le XXIe siècle, c'est le triomphe du verbe être. Vous avez vu? Je fais de la philo. C'est presque de la philo ce matin. Je m'applaudis. Il s'applaudit tout seul. Quand on lui applique notre traitement, cette protéine disparaît presque complètement. La peau redevient semblable à celle d'une personne de 32 ans. Après ce traitement, une personne de 52 ans va voir ses rides disparaître et ses cheveux repousser. Oui, absolument. C'est exactement ça. Le prix du gaz a augmenté, donc il y en a qui vont faire des économies. Ouais, bah du coup, on va peut-être se chauffer au fioul dorénavant, hein. Du coup, on arrête de parler de paix et tout ça, d'accord? Ouais, bah oui, mais... D'après un sondage Elab, 79% des Français disent aujourd'hui se serrer la ceinture pour boucler les fins de mois. Dans le détail, 43% des ménages interrogés affirment avoir renoncé à des produits alimentaires. La viande, pour 43% d'entre eux. Qu'a découvert une jeune galloise de 26 ans dans une boîte de conserve qu'elle a achetée chez Aldi. Un serpent? Oui, bonne réponse. Putain. Ouais, elle a ouvert sa boîte d'haricots blancs à la sauce tomate, ça partait bien, un petit beans, tu vois. Et voilà, on le voit en photo, vous pouvez aller voir sur internet, chers auditeurs. Il y avait donc un serpent entier qui baignait dans la sauce tomate de la boîte de conserve. C'est quelqu'un qui l'a mis. C'est la viande. Ouais, voilà. c'est Protéines. c'est les protes. Le shopping est également affecté. 53% des Français y auraient renoncé au moins une fois durant les derniers mois. 49% ont évité les bars, restaurants et cinémas. 45% ont évité de partir en vacances ou ont renoncé à partir en week-end. 17% ont même renoncé à des soins faute d'argent. Merci Jean-François Kahn, vous restez avec nous. Merci, oui. Un sujet inquiétant. Surtout si on bouffe. Alors, non. Non, je plaisante. Non, pas tout de suite.